Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la première séance de l'année avec des indices qui divergent entre l'Europe et les États-Unis. Les marchés américains qui sont plutôt un peu en berne en cours de séance au moment où on se parle, alors que l'Europe a réussi à clôturer positivement, même si on a vu la hausse du CAC 40 et des autres indices s'essouffler au fur et à mesure que Wall Street partait à la baisse, mais néanmoins ça reste un début positif pour le CAC qui gagne un peu moins de 1% au cours de cette première séance de l'année boursière. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès qui nous accompagne chaque jour en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart. C'était un jour de mariage aujourd'hui entre PSA, Peugeot Citroën et Fiat Chrysler. Les actionnaires des deux constructeurs ont validé à une presque unanimité la fusion annoncée ces derniers trimestres. Le mariage va pouvoir devenir opérationnel. C'est la fusion de l'histoire dans le secteur automobile, déclarait ce matin Louis Gallois dans les colonnes des Échos. Le titre Peugeot a été entouré au cours de cette séance. On aura l'occasion d'évoquer l'industrie automobile avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique. Le thème du jour sera consacré au thème des FinTech. On fera le point sur ce secteur des nouvelles technologies dédiées aux services financiers alors que les grands régulateurs sont en train de monter au front. On a en tête évidemment le projet Libra de Facebook qui a été considérablement réduit sous la pression des régulateurs américains, notamment Libra qui est d'ailleurs devenu Diem. Et puis bien sûr le cas de Ant Financial qui a été stoppé en plein envol juste avant son introduction en bourse en fin d'année dernière à Hong Kong. Ant Financial fondé par Jack Ma, le fondateur également d'Alibaba. Jack Ma dont on n'a plus de nouvelles visiblement depuis un peu plus de 2 mois après une discorde explicite avec Pékin et les régulateurs chinois. Jack Ma n'est pas apparu en public depuis plus de 2 mois, signale aujourd'hui la presse financière. Et c'est donc un début d'année positif sur les marchés européens et notamment sur le marché parisien. Nicolas Pagnès est avec nous en studio aujourd'hui pour le résumé complet. Les infos clés du jour après la clôture. Un début dans le vert, même si la hausse s'est un peu essoufflée en fin de séance, Nicolas. Et oui Grégoire, la bourse de Paris clôture sa première séance de 2021 dans le vert avec une progression de 0,68% à 5588 points, malgré un coup de frein venu des États-Unis en fin de séance. La publication des indices PMI de part et d'autre de l'Atlantique sont venus rajouter à l'optimisme des investisseurs en ce début d'année. Les campagnes de vaccination à travers le monde alimentent en effet les espoirs d'une reprise économique mondiale dans un contexte encore accommodant des États et des banques centrales. Un optimisme qui ne semble pas s'émouvoir de la résurgence de cas de Covid-19 à travers le monde, poussant l'Écosse à imposer un nouveau confinement sur son territoire jusqu'à fin janvier, tandis que Londres ou encore Tokyo réfléchissent à de nouvelles mesures de restriction. Mais les investisseurs ont surtout suivi de près aujourd'hui la publication des indices PMI manufacturiers. En Europe, tout d'abord, l'indice PMI de l'activité manufacturière en zone euro ressort à 55,2 points au mois de décembre, son plus haut niveau depuis mai 2018. Une progression due notamment à l'activité allemande où l'indice PMI ressort à 58,3 points sur le mois de décembre toujours. En France, le même indice PMI manufacturier remonte à 51,1 points, affichant une légère progression par rapport à ses niveaux de novembre, tandis que la tendance est similaire aux États-Unis où l'indice PMI publié par IHS Markit fait état d'une activité manufacturière en progression de 0,4 points à 57,1 au mois de décembre toujours. Et on finit avec la Chine où le même indice PMI recule de son côté en décembre par rapport au mois de novembre, même s'il poursuit sa croissance à 53 points. Côté valeur à présent, la fusion entre le groupe PSA et Fiat Chrysler a été validée par les actionnaires de chacun des deux groupes à une quasi-unanimité de part et d'autre. Les deux groupes formeront donc à présent une nouvelle entité nommée Stellantis
qui concentrera 14 marques de voitures pour former le 4e groupe automobile mondial, la nouvelle entité qui sera opérationnelle le 16 janvier. Airbus bénéficie de son côté de l'espoir d'un retour à la normale suscité par l'administration du vaccin. L'avionneur aurait par ailleurs livré 560 appareils en 2020 selon Bloomberg. Cette première séance de 2021 permet également à LVMH mais aussi à Dassault Systèmes ou encore Schneider Electric de toucher des records en séance, tandis que les plus fortes de hausse de l'indice parisien ce soir sont signées STMicroelectronics, ArcelorMittal, Alstom ou encore Legrand. Parmi les plus fortes baisses à présent, on note Unibail, Rodamco Westfield ou encore les bancaires, tandis que Lagardère perd près de 5% alors que le groupe fait face à des problèmes de gouvernance mais aussi aux conséquences de la crise sanitaire. Lagardère qui a également contracté un prêt de 465 millions d'euros garanti par l'État. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs suivront de près les élections sénatoriales en Géorgie. Une élection clé puisqu'il manque 2 sénateurs aux démocrates pour obtenir la moitié des sièges au Sénat et que la Géorgie doit justement élire 2 sénateurs. L'État qui est généralement à majorité républicaine a basculé en faveur de Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle. Les investisseurs scrutent donc de près une éventuelle majorité démocrate au Congrès si ces derniers réussissent à obtenir la moitié du Sénat. Au-delà de l'élection, les investisseurs découvriront l'estimation préliminaire de l'inflation en France au mois de décembre, ainsi que l'indice ISM manufacturier aux États-Unis. Merci beaucoup Nicolas. Nicolas Pagnès qu'on retrouve en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dès demain de retour dans la salle de marché de Bourse Direct. Et c'est parti pour Planète Marché. 3 invités avec nous chaque soir qui décryptent les mouvements de la planète marché. Thomas Friedberger est à nos côtés, le directeur général et co-directeur des investissements de Tikehau IM. Bonsoir et bienvenue Thomas. Bonsoir Grégoire. Cyriac Dayan nous accompagne à vos côtés, gérant diversifié chez Sansois. Bonsoir Cyriac. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et merci à Mabrouk Chetouane d'être là ce soir également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Question ouverte, très volontairement. Qu'est-ce qui vous donne envie d'investir pour 2021 et au-delà? On peut avoir des horizons d'investissement qui vont au-delà de l'année calendaire. Je commence le tour de table avec vous, Thomas. Qu'est-ce qui nous donne envie d'investir? Pas les valorisations. Ouais. C'est un débat qu'on avait déjà avant que l'émission commence, mais les marchés sont chers en règle générale, partout aujourd'hui. Les marchés sont chers. Après, les taux d'intérêt étant là où ils sont, ça donne envie d'investir, puisque qu'on ait envie ou pas d'ailleurs, ça nous oblige à investir, à déployer du capital. Hein. Garder du cash, c'est compliqué. Donc il faut déployer du capital. C'est ce que cherchent à faire les banques centrales, hein, forcer les investisseurs à investir. Ce qui nous donne envie d'investir, c'est pas tellement non plus les perspectives de croissance, même si on croit assez à un rattrapage en 2021, une fois que le Covid sera derrière nous, mais on est peut-être un peu moins optimiste que le consensus sur la poursuite ensuite de ce rattrapage dans un contexte de dette extrêmement élevée partout dans le monde et sur tous les acteurs. Mais ce qui nous donne envie d'investir, c'est, je dirais, la dispersion qu'il y a eu en 2020 dans les marchés, les situations spéciales. Il y en a beaucoup, dans beaucoup de secteurs. Il y a des pays qui sont des situations spéciales à eux seuls. Le UK, par exemple, en est un. Mais dans l'immobilier, il y a beaucoup de situations très intéressantes. Ce qui nous donne envie d'investir, c'est peut-être aussi le retour à un moment de l'inflation avec un certain type d'investissement qui peut s'imposer, mais pas les valorisations et pas tellement non plus les perspectives de croissance. Ouais, je comprends. Votre point de départ, c'est l'environnement de répression financière, comme on l'appelle. C'est ça, Thomas. Hein. C'est une envie d'investir, c'est aussi une obligation d'investir quand on est professionnel de l'investissement, j'entends. C'est une obligation d'investir. Alors, ce qui nous rassurerait pas, c'est que les taux continuent à baisser dans ce contexte-là, parce que ça empêcherait la dispersion de s'opérer, et donc ça serait un peu le trait de moutonnier. Là, en l'occurrence, on pense que les taux d'intérêt long terme, pour plein de raisons, ont probablement arrêté de baisser. Je ne sais pas s'ils remonteront très fort, mais en tout cas, ils ont arrêté de baisser. Donc, cette dispersion des actifs-là, elle, par contre, nous excite pas mal, parce que dans ce monde-là, quand on sait investir, quand on sait faire de la sélection de valeurs, là, il y a beaucoup de choses à faire. Cyriac, même question. Qu'est-ce qui motive l'envie d'investir là, pour 2021, pour le compte de vos clients chez Sansois? Alors nous, c'est vrai que la véritable conviction, elle vient plus de l'environnement, à la fois le facteur de soutien monétaire, on en a parlé, les banques centrales qui, à notre avis, vont rester là pour 2021,
et aussi les États. Finalement, on voit que la réduction du déficit public, c'est pas le sujet d'actualité. Les taux sont très bas et ça va durer. Alors nous aussi, on espère qu'ils vont pas continuer de baisser parce que ce sera un signal très négatif. Par contre, qu'ils remontent fortement, on n'y croit pas. Donc finalement, on a un environnement au niveau de ces deux béquilles qui va rester. Au niveau de la macro, il va y avoir un rebond. Alors la question, c'est, on voit que l'horizon est un peu plus éclairci, mais on ne sait pas en termes de timing à quel moment ça va vraiment s'améliorer. Et ça, c'est très important pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est à 3 mois, 6 mois ou 12 mois que la situation économique va vraiment repartir durablement, mais on sait, alors pas avec une certitude à 100%, mais que la situation va s'améliorer parce que ce vaccin va se diffuser petit à petit, alors plus ou moins rapidement en fonction des pays. Et donc on pourrait se retrouver dans une situation assez favorable à un moment donné qu'il faudra saisir, c'est-à-dire une macro qui repart et les béquilles qui sont toujours là et qui peuvent vraiment être à un moment assez intéressant. Mais ça veut, pour répondre à votre question, en 2022 ou 2023, pour nous, ça sera d'autres sujets. Mais 2021, ça va être ce moment-là qu'il va falloir saisir. Et là où je rejoins Thomas, je pense qu'il peut y avoir des opportunités spécifiques ou des cadres intéressants. Je pense particulièrement, nous, en tout cas au niveau des émergents et de l'Asie, qui est vraiment, de notre point de vue, le grand gagnant de ce qui se passe actuellement, la Chine spécifiquement, mais même quand on voit la Corée, Taïwan, voilà, l'Asie du Nord. Et il peut y avoir des opportunités. Et en termes de valorisation, c'est un des rares endroits au monde où les valorisations ne sont pas élevées, en tout cas pas extrêmement chères, contrairement à d'autres zones géographiques, États-Unis en particulier. Ouais. Je reviens sur cette idée. Alors, c'est un peu ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois une croissance qui réaccélère et en même temps des soutiens monétaires et budgétaires qui sont toujours en place. Ça veut dire que donc il faut saisir ce moment-là. Enfin, on est en plein dedans aujourd'hui, Cyriac. Vous dites qu'il va falloir le saisir, mais on nage en plein dedans aujourd'hui. Alors il va falloir continuer à surfer sur la vague. Mais pour 2021, voilà. Il va falloir continuer à surfer sur la vague, mais néanmoins. Clairement, quand on regarde le S&P par exemple, par rapport à un point bas, il a déjà pris 66%. Il ne faut pas non plus tomber dans une vision extrêmement positive. S'il fallait être très positif, c'était il y a 6 mois. Ouais. C'est pas aujourd'hui qu'il faut être plein pot. Par contre, rester constructif avec une vision, on va dire, spécifique sur des zones ou sur des secteurs, ça a vraiment du sens parce qu'on n'anticipe pas un scénario noir sur les marchés financiers à horizon 1 an pour répondre à votre question. Très très clair. Et vous dites 2022, 2023. D'autres sujets viendront effectivement après cette histoire du meilleur des deux mondes. On est dans le meilleur des deux mondes, Mabrouk, pour entamer cette année 2021 sur le plan de l'investissement, sur le plan financier, j'entends. Oui, quand on regarde notamment les perspectives de croissance bénéfice des entreprises, quelle que soit finalement la zone géographique, globalement, effectivement, on a eu moins 15 aux États-Unis, moins 30 quasiment en Europe. Et pour reprendre le cas européen, on attend plus 40%. En gros, on arriverait finalement à compenser un peu les pertes et à retrouver quelque chose, un niveau d'équilibre voisin de zéro finalement à la fin de l'année 2021, 2022 étant une autre histoire. Et ce qui est très intéressant avec cette année 2020 qu'on a traversée, c'est qu'elle a engendré effectivement un grand écart finalement entre les zones, entre les secteurs, et c'est là-dessus effectivement qu'il faudra prendre les bonnes vagues. Alors effectivement le trend est plutôt positif, mais il va falloir être sélectif effectivement dans ce trend, dans les vagues effectivement qu'on va prendre. Donc il y a effectivement l'éternel discours de est-ce que la value effectivement continuera finalement de progresser finalement un peu à l'image de ce qu'on a observé en 2020. Donc là aussi il faudra être assez constructif. Les conditions fondamentales pour que la value revienne ne sont pas réunies à mon sens, qui était value à l'époque le restera. En revanche, il y a d'autres facteurs beaucoup plus techniques, comme notamment la concentration de certains acteurs au niveau du M&A, etc., fera que globalement, on retrouve toujours les mêmes, fera que la value reviendra. Idem pour les émergents. Les émergents, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire, c'est une espèce de super cycle de dépréciation du dollar. Cette dépréciation du dollar devrait se poursuivre. Alors on verra effectivement quel rythme ça va prendre avec, oui ou non, la vaguelette bleue qui va peut-être se manifester, on aura le résultat demain, mais si Joe Biden effectivement aura les coups des franches, effectivement c'est plutôt baissier dollar par ailleurs, et donc du coup in fine c'est plutôt profitable aux actifs risqués émergents par ailleurs également. Donc, et le dernier point, c'est qu'on ne se met pas en face d'une banque centrale. Alors bon, effectivement il n'y a pas grand chose à tirer de la baisse des taux, parce qu'on globalement que ce soit la dette d'entreprise ou la dette d'État, on ne croit pas véritablement à une baisse des taux supplémentaires. En revanche, sur notamment des actifs comme le crédit high yield, l'investment grade européen notamment, on reste constructif parce qu'il y a du portage quand même à prendre. Et donc on se dit
dit finalement, avec une banque centrale qui continuera d'acheter, on le sait, le soutien monétaire, on l'a dit, restera prédominant, restera ultra présent, on n'a pas le choix de toutes les manières, et bien du coup on a quand même un panel d'actifs risqués en face de nous qui plutôt devrait être porteur pour 2021. Donc au fond, sauf choc exogène massif, majeur, qu'on ne verrait pas venir bien sûr, eh bien globalement 2021 s'annonce plutôt sous les meilleurs auspices. Bon, et sur le super cycle de baisse du dollar, c'est écrit de manière indélébile sur les murs là aujourd'hui. Non, mais c'est une vraie question. Ou est-ce que le dollar est peut-être déjà un peu trop faible aujourd'hui? Si les États-Unis sont une zone économique qui retrouvera avant l'Europe, par exemple, son régime de croissance d'avant la crise pandémique, est-ce que c'est pas une force de soutien quand même pour le dollar quelque part? Le dollar a été cher effectivement pendant toute une période, et là on se rend compte, mais pas seulement contre l'euro, mais contre toute devise en taux de change effectif, que ce dernier a entamé en fait un cycle de baisse qu'on retrouve sur des mouvements relativement longs. En fait, c'est pas des mouvements de très court terme. Oui. Et donc in fine, quand on regarde ce qui se passe, si on se refocalise un peu sur l'Europe, on a aujourd'hui une Europe qui parvient à se concerter. On a parlé des victoires politiques effectivement que l'Europe avait permis finalement d'engranger, donc avec effectivement les plans de relance, avec la fermeté face aux Britanniques par ailleurs. Donc tout ça qui montre qu'on a une Europe qui se construit davantage, une Europe plus solide, et une Europe effectivement qui est peut-être capable de mettre en place des mécanismes de croissance qui sont peut-être un peu plus pérennes. Chose effectivement qui était difficile à envisager, enfin qui est de plus en plus difficile à envisager aux États-Unis. On sent un essoufflement effectivement de cette croissance économique. Alors en Europe, je ne dis pas que la situation est plus reluisante, mais globalement finalement quand on regarde l'évolution des devises et l'évolution du dollar, on sent effectivement, enfin on voit qu'on rentre dans une phase de dépréciation graduelle. Ah ouais. C'est assez doux, c'est pas quelque chose de brutal qui est en train de s'effectuer. On le voit. Donc aujourd'hui, on a quasiment touché les 1,23 vis-à-vis de l'euro. Bon, du coup, on sent que le marché va tester le 1,25 et ainsi de suite. Et on rentre dans cette espèce de phase. Et c'est vrai face à différentes devises, pas juste face à l'euro. Nous, on a le nez rivé effectivement sur l'euro. Oui, il faut élargir le spectre. Voilà, et quand on regarde effectivement le taux de change effectif, encore une fois, contre les principaux partenaires commerciaux, on se rend compte que ce mouvement de dépréciation est en train effectivement de se généraliser vis-à-vis des autres devises par rapport au dollar. Donc là, on se rend compte que si on a cette tendance qui se poursuit encore une fois de manière régulière, c'est plutôt effectivement quelque chose de positif pour les actifs risqués émergents notamment. Ce cas sur le dollar, ça reboucle avec votre idée et vos convictions sur l'Asie, sur les pays émergents, Cyriac, ça va dans ce sens-là aussi? Alors nous, sur le dollar, on n'est pas si négatif que ça. On pense en effet qu'il y a une forme de revalorisation. On parlait de valorisation sur les actions, sur le change et les parités de pouvoir d'achat qui font un peu équivalent. Le dollar, quand il était contre euro à quasiment parité, il était très cher. Il est revenu à un niveau, on va dire, plus fair value, qui est aux alentours de 1,25, 1,27. Il y a des débats parce que les méthodologies peuvent être différentes. Mais globalement, on pense que l'appréciation du dollar... elle est arrêtée tout simplement parce que la dépréciation du dollar? Non, l'appréciation de ce mouvement qui avait permis au dollar de progresser contre quasiment toutes les devises, il s'est arrêté pour une raison très simple, c'est que le dollar était soutenu par le carry trade, donc ce différentiel de taux qui était très favorable au dollar par rapport aux autres devises et en particulier du G10. Là, clairement, la Fed, en baissant ses taux fortement, a remis le dollar quasiment au même niveau que toutes les devises du G10. Donc ça, c'est pour nous la principale explication qui a permis au dollar de repasser de 1,05 à 1,25. Maintenant, pour qu'il se déprécie vraiment beaucoup plus, de notre point de vue, il faudrait qu'il y ait vraiment des mauvaises surprises aux États-Unis au niveau économique. Ça, c'est pas notre conviction. Par contre, au niveau politique, c'est vrai que si les démocrates venaient à gagner le Sénat, à ce moment-là, c'est plutôt un facteur qui pourrait pousser le dollar un peu plus bas. Maintenant, voilà, nous, on ne le voit pas remonter à 1,50, 1,60. Avec l'idée qu'on pourrait avoir des dépenses budgétaires supplémentaires, c'est ça, avec un congrès aligné derrière l'administration Biden. Clairement. Ça serait ça le risque pour le dollar. Et globalement, on peut voir qu'historiquement, le dollar se comporte plutôt bien lorsqu'il y a une forme de répartition des pouvoirs aux États-Unis. Petit blocage au Congrès, c'est toujours favorable, nous dit-on, pour les marchés financiers. Une surprise positive. Alors c'est vrai qu'elle va être beaucoup plus difficile à se manifester en Europe. Donc en termes de croissance, c'est vrai qu'on a des packages budgétaires qui ont été mis en place qui sont substantiels dans certains pays, pas assez finalement, enfin qui vont effectivement le devenir dans d'autres pays. Je pense à la France. On sait qu'il va y avoir d'autres plans de relance qui vont venir derrière. Les premiers étant, on va dire, une amorce en quelque sorte, on va pas dire effectivement insuffisant, mais enfin bon. Donc et donc du coup, on sait que quelque part, ce que price aussi un peu les marchés, je pense, c'est en retard. En Europe, il y a un retard. Effectivement, ce retard,
on peut possiblement le combler si on met les moyens budgétaires en face et si on a effectivement pour une fois une espèce d'osmose politique en Europe. Alors c'est très difficile, on ne l'a jamais constaté, on doit être de manière très épisodique, mais quelque part c'est quelque chose que les marchés ont envie effectivement de jouer. Par ailleurs, redonner un peu dire que les marchés ont confiance en l'Europe, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas il y a un peu moins de défiance vis-à-vis du track record européen du point de vue des marchés et des investisseurs globaux. On a été positivement surpris au cours de l'année 2020 dans les moyens, dans la capacité des Européens à se mettre d'accord autour d'une table sur les moyens à mettre en œuvre et aussi sur le plan sanitaire. Donc globalement, la Commission européenne a réussi à un peu mettre tout le monde d'accord sur la vaccination, sur la nécessité effectivement de répartir, de diffuser le vaccin. Après, au niveau national, ça se passe un peu différemment. Donc il y a de l'hétérogénéité qui est propre effectivement à l'Europe, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les instances européennes sont parvenues à montrer qu'on avait un bloc uni et commun. Bon. Vous parliez de... Alors, je vous laisse réagir, Thomas. Vous avez peut-être des commentaires à faire sur ce qui a été dit. Oui, alors sur le dollar, sur la dépréciation du dollar, je suis d'accord que c'est effectivement assez positif pour les marchés émergents d'une manière générale. Ça pose quand même plusieurs types de problèmes à plusieurs zones géographiques. Ça va poser un problème à la Banque Centrale Européenne à partir d'un certain moment, puisque ça menace clairement une reprise cyclique en Europe. Et je pense que la Banque Centrale Européenne va commencer à parler de ça si la dépréciation continue. Ça pose probablement aussi un problème politique, un problème d'image aux États-Unis vis-à-vis de la Chine. Parce que le renminbi s'est beaucoup apprécié. Il a encore pris 10% dans les dernières séances. Et si vous regardez, aujourd'hui, vous avez un différentiel de croissance qui est clairement en faveur de la Chine. La Chine, c'est le seul pays développé, on va dire, qui a une croissance positive en 2020. C'est le seul pays développé où les taux réels ne sont pas négatifs. Vous avez un différentiel de spread sur les obligations gouvernementales assez important. Et une devise chinoise qui est non seulement stable, mais en plus qui s'apprécie. Et donc, vous avez une Chine qui va dire, regardez mes partenaires commerciaux, endettez-vous dans ma devise parce qu'elle est stable, elle est forte. Et ça, c'est un gros problème politique pour les États-Unis, parce que si vous avez en face un dollar qui se déprécie avec un taux de dette sur PIB aux États-Unis qui est déjà à 125%, donc plus élevé que pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., ça va commencer à poser un très gros problème de crédibilité pour le dollar en tant que devise de réserve. Alors, c'est des tendances de très long terme, mais je pense que c'est pas neutre. Il ne faudrait pas que la baisse du dollar, qui peut avoir des aspects positifs immédiats, y compris pour l'économie américaine, parte dans un espèce de cercle vicieux qui deviendrait une perte de confiance dans la monnaie américaine. Ça, c'est un risque sur du long terme, on va dire. Et ça pose un problème encore plus épineux, c'est que dans un contexte de financement d'un déficit externe, on sait qu'il va être très important, puisque les Américains ponctionne une partie de l'épargne mondiale. Si effectivement on a une devise qui se déprécie, une devise effectivement qui s'affaiblit, du coup ça va donner effectivement un peu moins d'arguments pour les investisseurs internationaux d'aller s'endetter effectivement en dollars. Dans un contexte où on sait par ailleurs que l'ensemble des zones développées qui dégagent structurellement de l'épargne comme l'Europe ont besoin aujourd'hui de financer leur propre déficit. Ouais. Donc on a finalement une zone assez dangereuse, assez glissante en quelque sorte pour le dollar. On a vu déjà qu'en fin 2020, la Fed était devenue le premier acheteur d'obligations du Trésor américain devant les acheteurs traditionnels étrangers, européens, japonais, européens exactement. Ou chinois. Sans compter que le S&P 500 en euros en 2020, il fait zéro. Ouais. Ouais. Donc c'est aussi un problème pour les flux vers on était à 1,06 sur l'euro-dollar et on a terminé l'année à plus de 1,22 effectivement. Donc ce mouvement de baisse du dollar qui a quand même été un marqueur de l'année 2020. Dans l'envie d'investir, Thomas, vous disiez situation spéciale et environnement plus inflationniste. Est-ce qu'on peut détailler un peu ces deux points? C'est quoi une situation spéciale idéale pour vous aujourd'hui chez Tikehau? C'est alors il y a beaucoup de ce qu'on essaye de faire, c'est on voit qu'il y a quand même une polarisation entre des secteurs qui sont identifiés comme les grands gagnants de la crise du Covid, donc tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié à la technologie, à la digitalisation, aux énergies alternatives, à la transition énergétique. Donc là, on essaie de trouver des dossiers qui sont un peu sous les radars, qui sont pas trop chers, parce qu'ils sont compliqués à analyser, et s'ils l'étaient pas, ils seraient très chers. Et puis des secteurs très value dans lesquels il y a eu beaucoup de dégâts l'année dernière. Et donc là, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc là, on va plutôt vers les bons élèves dans ces secteurs-là, c'est-à-dire les meilleurs dossiers, les meilleures entreprises, les meilleures gouvernances.
dans toutes les classes d'actifs, que ce soit dans le côté ou le non-côté, dans la dette, les actions, l'immobilier. Et donc c'est ça qu'on appelle les situations spéciales. Ajouter à ça certaines situations spécifiques comme le UK où vous avez quand même une économie qui, avec une devise relativement redevenue compétitive, avec une exposition à la croissance mondiale assez forte, avec des biais sectoriels sur les indices actions qui sont assez en faveur d'une reprise cyclique, et puis avec des dossiers, notamment dans le non-coté, où vous aviez un niveau de levier assez important qui font qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont des vendeurs forcés sur certains actifs et qui nous incitent à regarder ce type de dossier. Sur le plan de l'investissement, on ne va pas revenir sur le Brexit, on l'a déjà beaucoup commenté, mais vous dites oui, le Royaume-Uni retrouve peut-être même des atouts qu'on voyait moins ces dernières années. Oui, le Royaume-Uni, c'est le pays européen qui va le plus souffrir en 2020. Il y a moins 11%, je crois, de croissance. Donc la pire récession depuis 300 ans au Royaume-Uni. Mais il y aura aussi probablement un rebond plus violent. Et puis on va voir ce que va faire le Royaume-Uni dans un contexte post-Brexit, puisqu'ils vont avoir les mains libres sur leur politique fiscale notamment. Donc je ne dis pas que ça va être un long fleuve tranquille et que ça va être facile, mais en tout cas, il y a des choses à faire dans cette zone-là. Pas que, il y a des choses à faire dans l'immobilier, dans les foncières. Vous avez une dispersion dans le monde de l'immobilier qui est assez incroyable entre d'un côté les actifs, pareil, grands gagnants du Covid, donc la logistique, et puis de l'autre côté le bureau, le retail. Et donc vous avez beaucoup de choses à faire dans tous les secteurs en fait. L'environnement plus inflationniste, déjà la dernière fois que vous étiez venu, Thomas, vous nous disiez, chez Tikehau, mais d'autres maisons se positionnent de cette manière-là également, vous disiez, on se prépare à investir dans un environnement où on verra plus d'inflation comme peut-être jamais depuis 30 ans, d'une certaine manière. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux longs ont arrêté de baisser et où vous avez quand même le but de ces politiques monétaires, c'est quand même de recréer de l'inflation, on le voit bien. Donc, je ne sais pas si ça sera de l'inflation galopante, mais ça sera de l'inflation. Il faut réapprendre à investir dans un environnement inflationniste. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Parce qu'on ne le sait pas en fait. On le sait plus. Alors, on ne le sait plus peut-être, mais les actifs réels, on sait que ça se comporte relativement bien donc l'immobilier, l'infrastructure, c'est plutôt des bons remparts contre l'inflation. Sur le fixed income, c'est plutôt vers du taux variable. Donc, tous nos actifs quasiment constructeurs en dette privée sont à taux variable. Donc, c'est un bon rempart contre l'inflation. Plutôt des durations courtes que des durations longues dans les taux fixes. Et puis, dans l'equity, on sait que les actifs qui résistent plutôt bien à l'inflation, c'est des actifs qui génèrent de la croissance organique qui va venir résister, qui va venir compenser la baisse de multiples qu'engendre l'inflation. Et puis, des actifs qui ont des sociétés qui ont des bases d'actifs assez faibles, parce que quand vous devez renouveler des bases d'actifs dans un monde inflationniste, vos coûts augmentent, etc. Donc voilà, donc il faut se préparer à ça. Je ne dis pas que ça va arriver cette année, mais il faut avoir ça quand on investit sur du très long terme comme nous. Il faut avoir ça en tête, à mon avis. Ouais. Bon, alors je ne sais pas si vous avez un commentaire sur l'idée d'un environnement plus inflationniste. Le petit événement du jour sur les marchés, mais il faut regarder ça à la loupe, c'est le break-even d'inflation aux États-Unis qui franchissent les 2% pour la première fois depuis 2018. Si on traduit simplement les choses, ça veut dire que pour la première fois depuis plus de 2 ans, les investisseurs croient qu'on va avoir une inflation moyenne de l'ordre de 2% sur les 10 prochaines années aux États-Unis. C'était plus arrivé depuis une paire d'années maintenant. Est-ce que c'est une croyance de marché valable aujourd'hui et qu'il sera peut-être moins demain, ou est-ce que c'est quelque chose là aussi qui est une tendance peut-être maintenant de moyen-long terme pour l'investisseur ? C'est plutôt rassurant pour l'environnement global. Ça veut dire qu'on n'est plus dans un scénario fin du monde où les break-even, ces points morts d'inflation, alors en zone euro, restent quand même encore au tapis, mais aux US sont quasiment revenus à la période avant crise, et ça c'est quand même rassurant, on va dire, pour le contexte global. Ce qui est intéressant, c'est la Fed. Moi, je trouve que c'est la modification du discours de la Banque centrale américaine qui dit plus je vise 2% d'inflation, mais je vise une moyenne sur un horizon, alors difficilement, il n'y a pas une communication parfaite, mais on va dire aux alentours de 3 à 5 ans, une moyenne aux alentours de 2%. Donc ça veut dire qu'ils accepteront d'avoir une inflation à 3, par exemple, pendant 1 ou 2 ans, s'ils ont une inflation à 1 pendant 1 ou 2 ans. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que ces break-even d'inflation à 2%, on aurait pu se dire la Fed elle va inverser sa dynamique sur les taux, remonter les taux pour casser. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle veut être certaine, lorsqu'elle va remonter les taux, que finalement la dynamique sera positive économiquement et pour ne pas la casser. Et donc, est-ce qu'on aura un retour à l'inflation galopante ? Moi, je n'y crois pas pour des raisons structurelles, démographiques, productivité, le prix de l'énergie, enfin un certain nombre de facteurs qui font qu'on n'est plus dans les années 70.
Mais d'un autre côté, ce qui est un point important, c'est cette mondialisation qui avait mis les prix au tapis, les importations de produits chinois en particulier, qui va certainement avoir un peu du plomb dans l'aile avec tout ce qui s'est passé. Et puis globalement, les Chinois ont quand même une main-d'œuvre, le prix d'une main-d'œuvre qui est en train de monter. Donc que l'inflation remonte un petit peu et que ces break-even soient un peu plus proches des 2%, voire continuer à remonter, ça nous semble intéressant et c'est plutôt une thématique qu'on joue. Et voilà, j'allais dire, voilà, dans une gestion diversifiée, qu'est-ce que ça, concrètement, comment est-ce que ça se traduit On a des obligations indexées sur l'inflation. Ouais. Clairement, c'est pour nous le meilleur moyen pour s'exposer et en couvrant le risque de taux, donc en prenant vraiment cette partie break-even, qui est une exposition directement à l'évolution des pure à l'inflation. Exactement, qui est vraiment une approche intéressante. Les taux variables, on le citait au sens plus large, de la duration plutôt courte et là, c'est un élément qu'on va rajouter, c'est que par contre, on va jouer de manière tactique des sensibilités plus longues sur du Govies, mais vraiment de logique dans une approche tactique, c'est-à-dire qu'en protection, le 10 ans américain, on peut dire ce qu'on veut, mais ça protège toujours un portefeuille. Maintenant, 1%, c'est intéressant. Quoi. 1%, ça peut toujours aller à 0,50 et ça protège toujours un portefeuille à un moment donné. Donc, dans une approche tactique, on trouve que le 10 ans américain en particulier garde de l'intérêt. Maintenant, de manière structurelle, et on peut pousser le raisonnement un peu plus loin, le 30 ans allemand négatif, ou quasiment, il y a des choses qui n'ont pas de sens économiquement. Il y avait le 100 ans autrichien aussi qu'on regarde, je crois. Il y a un 100 ans autrichien qui doit être proche de zéro aussi. Il y a des logiques qui n'ont pas de sens, et là, on rejoint clairement Thomas dans une logique de construction de portefeuille à moyen terme. On n'a pas envie d'exposer nos clients à cette thématique. Donc tout ce qui est inflation peut être intéressant, mais je ne dirais pas non plus qu'il faut aller plein pot. D'accord, c'est pas tout sur l'inflation pour 2021. Non, et on ne voit pas l'inflation exploser non plus à la hausse. Tout simplement parce que voilà, il y a vraiment des facteurs structurels qui justifient le fait que l'inflation va rester bas. Et je terminerai quand même sur la politique monétaire parce que il y a quand même un facteur qui est très important. Les formules, le MV égale PQ, c'est vraiment la formule politique monétaire. Je vous passerai. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a une logique de vitesse de circulation de la monnaie. Et cette vitesse de circulation de la monnaie, aujourd'hui, elle est vraiment très très faible. Enfin, elle est vraiment plus bas historique. Tout simplement parce qu'on peut mettre des liquidités autant qu'on veut dans le système. Si le consommateur veut pas les utiliser, si les entreprises les exploitent pas de manière productive. Oui, et puis surtout si le consommateur ne peut pas encore consommer pleinement, c'est compliqué, c'est la trappe à liquidité, quoi. C'est exactement ça. Et c'est cette logique finalement de croyance que la liquidité en tant que telle, si on avait vraiment une logique de dire il y a de la liquidité dans le système, il y a de l'inflation, on aurait de l'inflation depuis déjà de nombreuses années, ce qui n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, la tonne de liquidité qui a été injectée, à un moment donné, elle devrait quand même permettre un léger rebond de l'inflation. Je voulais qu'on en vienne à l'événement du jour. Alors ça nous amène sur la thématique M&A, fusion-acquisition dans l'industrie automobile. Alors c'est spécifique PSA Fiat Chrysler. Ça y est, les actionnaires ont validé à la quasi-unanimité cette fusion dont on parle depuis un moment. Le mariage va pouvoir devenir opérationnel. Sur le plan presque macro, comment vous regardez ça, cette industrie automobile? Est-ce qu'on a besoin encore de consolider à travers de grandes opérations de fusion? Est-ce que c'est avant tout très défensif? Est-ce que c'est quoi? C'est une bouée de sauvetage pour des constructeurs automobiles qui sont peut-être dépassés par plein de sujets aujourd'hui, technologiques, réglementaires, environnementaux, face à des nouveaux concurrents évidemment qui ont émergé, Tesla étant l'emblème du moment. Il y a plusieurs aspects dans cette question. Il y a la thématique effectivement spécifique au secteur automobile, qui est que le dossier PSA Fiat Chrysler du coup était déjà en amont. Enfin, c'était déjà quelque chose qui était très amplement discuté et quasiment en fait décidé. Donc là, c'est une logique de concentration industrielle, on va dire assez classique au fond, qui va donner émergence effectivement. Ça valait avant la pandémie, ça vaut toujours après la pandémie. Exactement. Donc là, on a effectivement quelque chose, une logique de consolidation industrielle d'un secteur effectivement qui subit des bouleversements technologiques. Il y a plein de nouveaux acteurs qui arrivent, notamment du côté de la Chine, qui sont en train de bouleverser la donne. Bon, Tesla, ça a été commenté à maintes reprises, etc. Donc aujourd'hui, c'est un secteur, le secteur bancaire, qui est en train de chercher un nouveau modèle, etc. Alors, dans ce contexte de sortie de crise, du moins de début de sortie de crise, on va dire, il est assez courant, même classique finalement, de voir une consolidation sur plusieurs secteurs. Dit autrement, on voit effectivement tout un tas d'acteurs qui sont affaiblis considérablement
durablement, ou alors qui vont disparaître, qui sont rachetés et qui sont récupérés par des acteurs qui ont mieux résisté. Et donc au fond, il n'est pas étonnant, enfin il ne sera pas du tout étonnant de voir 2021 comme une année effectivement où on va peut-être encore battre des records sur le plan effectivement du M&A, etc. Donc ça c'est la vision plus longue, effectivement, au-delà de PSA, Fiat Chrysler, vous dites qu'il y a une vague M&A peut-être qui est en train d'émerger. Qui va sans doute émerger avec évidemment les mêmes arguments qui prévalaient pour 2020, c'est-à-dire une liquidité hyper abondante, des acteurs effectivement, donc une dichotomie, une polarisation dans les entreprises entre celles qui ont failli disparaître, qui sont en train de disparaître, et celles finalement qui résistent, et donc avec toute cette logique de liquidité, encore une fois, de taux très bas qui permettent effectivement de lever des fonds et de financer ces opérations de fusion-acquisition, et qui sont une logique tout à fait classique, encore une fois, de fin de crise. C'est tout à fait normal effectivement de se dire ceux qui résistent vont pouvoir grossir davantage. Alors maintenant effectivement il y a le régulateur qui s'en mêle, donc notamment dans le secteur des télécoms, on a effectivement donc soit des dossiers qui sont plutôt favorisés, on l'a vu en Europe, soit plutôt des dossiers aux États-Unis qui sont plutôt mis finalement, sur lesquels on essaie de calmer la logique de concentration. Donc tout ceci reste encore un peu incertain, mais sur le dossier spécifique PSA, oui, on a aujourd'hui une logique de concentration industrielle assez classique au fond, qui prévalait avant la crise et qui finalement devrait toucher tous les secteurs qu'on qualifie aujourd'hui de value. Donc en gros, le secteur bancaire, ce que vous disiez tout à l'heure, qui a été un secteur très malmené, qu'il était déjà avant la crise, qu'il a été davantage, je pense que c'est dans ce secteur-là par ailleurs qu'on devrait aussi avoir cette logique de concentration qui devrait se manifester par ailleurs. Et in fine, soutenir, par un effet technique, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce secteur de la value. Donc, c'est une vraie force structurelle pour des groupes fragilisés de s'unir, de s'allier aujourd'hui, je sais pas, de PSA, Peugeot ou Citroën ou Fiat Chrysler. Oui, non mais d'accord. À un moment donné, pour survivre face à une concurrence internationale qui est de plus en plus forte, clairement, il n'y a pas le choix, à un moment donné, que de générer ou de favoriser l'émergence de champions locaux, etc., qui peuvent, entre guillemets, rivaliser avec des entreprises de dimension internationale. Mais ça les renforce forcément. Enfin, je me mets du point de vue de l'investisseur. C'est toujours intéressant, ces grandes fusions. Évidemment, c'est intéressant lorsqu'elles sont bien menées, parce que le défi, par exemple, dans le cadre effectivement de PSA, c'est la multiplicité des marques. On a quand même 14 marques sous le pavillon effectivement de ce nouvel acteur. Donc 14 marques, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir peut-être opérer à une rationalisation, c'est-à-dire plus d'efficacité par ailleurs, et on verra bien ce que ça donne, mais globalement, ça peut être source d'opportunité. Bon, sur les fusions, alors bien qu'on dise un mot de PSA, Fiat Chrysler au passage, spécifique Thomas, mais sur l'idée d'une vague M&A, est-ce que tous les voyants sont au vert là ? Les voyants sont ouverts parce qu'encore une fois, les taux sont très bas, il y a beaucoup de liquidités, donc en général, c'est très favorable à ça. Après, le M&A, ça crée pas toujours de la valeur, hein, ça en détruit même relativement souvent. Le secteur de l'automobile en particulier, je pense qu'on est maintenant, post-Covid, à peu près tous d'accord pour dire que le secteur de la mobilité, le sujet de la mobilité sur la décennie qui vient, va complètement... en 2030, les cartes seront complètement rebattues. C'est un secteur qui est confronté à un double challenge, technologie et ESG, enfin croissance verte. Et donc, très cyniquement, certaines sociétés vont vouloir soit ressembler à une boîte de technologie, soit ressembler à une boîte très ESG compatible, soit les deux, pour avoir une valorisation plus élevée. Mais il y a, au-delà de ça, il y a un vrai sujet transformant. Je sais, moi je suis pas un spécialiste de Peugeot et de Fiat. Je sais pas si le big et beautiful dans ce type de secteur-là, s'il vaut pas mieux être plus agile, etc. Donc encore une fois, ça va dépendre de ce qu'ils vont faire de cette fusion-là, de la vitesse avec laquelle ça va s'opérer, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie de fusionner deux groupes dans un contexte où il va falloir bouger assez vite, puisque la décennie elle va passer relativement vite, je pense, et le secteur est très challengé. Donc ça va dépendre vraiment de ce qu'ils vont en faire et de comment ils vont s'allier avec des sociétés de technologie, avec des sociétés qui... Mais c'est pas un gage de franchir la barre des 10 millions de véhicules produits, c'est le rêve. Enfin, c'était le rêve de tous les constructeurs mondiaux. Il y a Volkswagen, Renault, Nissan évidemment, et puis Toyota, peut-être demain Stellantis. Vous dites c'est plus du tout un gage dans le monde de demain. J'en sais rien, mais Tesla a vendu 450 000 véhicules l'année dernière et on est à 670 milliards de dollars de capitalisation boursière. On est quand même, Tesla est rentré dans le S&P 500 le 18 décembre. La demande ce jour-là de la part des gestions passives pour Tesla, c'est 73 milliards de dollars. C'est plus que la capitalisation boursière de Volkswagen qui vend 11 millions de véhicules par an. Donc je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de vendre 11 millions de véhicules ou 450 000 véhicules? J'en sais rien. Mais je sais pas. Et du coup, vous comprenez la valorisation de Tesla de quelle manière, Thomas ?
Alors, il y a un petit sujet quand même, bulle tech. D'accord. Je ne cacherai pas. Mais même si on enlève la spéculation bullesque autour de Tesla, ça reste un ovni quand même. C'est un ovni. Alors, il y a plusieurs aspects à ça. Il y a un aspect, plus vous êtes gros, surtout quand vous rentrez dans des indices, plus il y a de la demande passive pour vos actions. C'est pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs, parce que ça implique beaucoup de mauvaises allocations de capital. Donc, ça vous donne beaucoup de cash, et puis ça dépend après ce que vous faites de ce cash-là. Et puis après, il y a le pari sur l'avenir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous regardez ça, Volkswagen fait un EBITDA, je crois, 10 fois supérieur à Tesla. Et Tesla, ça vaut 680 milliards de dollars, 670 milliards. On fait le pari qu'un jour Tesla vendra 10 millions de véhicules par an comme les autres, Je ne sais pas quel est le pari. Je ne sais pas quel est le pari. Bon. Mais c'est pas que Tesla. Non. Airbnb. Non, mais c'est vrai que ce qui a changé au cours de l'année 2020, c'est que Tesla est pris au sérieux désormais par les plus grands constructeurs automobiles mondiaux. Il y a quelques mois, réunion du top management de Volkswagen, le patron de Volkswagen disait à ses troupes, il ne faut pas que Tesla soit à Volkswagen ce que Apple a été à Nokia. C'est-à-dire que c'est pris très très au sérieux chez les plus grands constructeurs mondiaux aujourd'hui. Alors sur le secteur automobile, sur l'idée des fusions, qu'est-ce qui retient votre attention, Cyriac ? Je trouve que c'est quand même relativement intéressant de 2020 pour les fusions-acquisitions, parce que globalement, on aurait pu s'attendre... Non, 2020. 2020 était, d'accord. Oui, pardon. Était intéressant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que le nombre de fusions-acquisitions s'écrase. Et ça n'a pas du tout été le cas. C'est une baisse de l'ordre de 15 à 20%. Donc c'est une petite baisse, c'est vraiment une petite baisse. Et en effet, en 2021, c'est possible qu'on ait des bonnes surprises et que ça soit un catalyseur. Alors, peut-être pas de création de valeur, mais en tout cas pour les marchés boursiers, en général, ça permet à court terme, en général, de faire monter de mettre un prix. Ça, c'est le premier élément. Il y a quand même un autre élément que je trouve intéressant sur cette logique. Alors c'est pas tout à fait fusion-acquisition, mais c'est les rachats d'actions qui ont complètement été bloqués avec 2020 pour le coup. Il y a eu un écrasement, on parle de 80% quasiment par rapport à ce qu'on avait connu précédemment en 2018 et 2019. Et là, si l'environnement est un petit peu meilleur et qu'il y a plus de visibilité, on peut espérer que ces rachats d'actions soutiennent de nouveau les marchés actions. Et sur Tesla, une petite anecdote que je trouve assez intéressante, en effet, ils sont rentrés dans le S&P et notre fournisseur de données, quand on regarde les dynamiques bénéficiaires, nous a envoyé les données et le 20, il y avait une chute et on a pensé qu'il y avait sur le S&P globalement, on a pensé qu'il y avait un problème dans les données, donc on l'a appelé et il nous a dit non, en fait, c'est juste qu'on a intégré Tesla dans le S&P et comme Tesla, finalement, a une dynamique bénéficiaire qui est beaucoup moins bonne que la moyenne des actions ça fait S&P, baisser la moyenne. Ça fait baisser la moyenne. Ouais. Et juste Tesla étant rentré avec une capitalisation gigantesque, finalement l'impact il n'a pas été négligeable sur la dynamique bénéficiaire. Ça c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en termes de prix sur le S&P, c'est très positif, mais quand vous regardez au niveau finalement micro, décomposition, là vous avez une toute autre histoire. Donc Tesla, c'est un peu comme le Bitcoin. Là, on est sur des choses qui dépassent, je veux dire, le cadre normal. On est dans quelque chose. Il n'y a pas de rationnel, vous dites. On a perdu en tout cas une entreprise qui fait 9 fois, qui fait 9 fois qui multiplie par 9 son cours en une année. La rationalité, de mon point de vue en tout cas, elle est relativement limitée. Alors peut-être qu'il y a une excellente vision à horizon 3-4 ans, mais en tout cas le rationnel sur un an, il n'y a aucune boîte. Parce que la différence entre Tesla et le Bitcoin, c'est que Tesla, il est dans tous les portefeuilles croissance américains, au moins aujourd'hui. Le Bitcoin, non. Aujourd'hui, il y a un an, il n'y était pas. La boîte, elle n'y était pas. L'histoire aujourd'hui, alors tout le monde est en train de, comme souvent, quand il y a une boîte qui est fait x9, il y a beaucoup de gens qui sont positifs. Mais quand vous regardez l'histoire, il y a un an ou il y a 2 ans, quand ils cramaient du cash et qu'il fallait qu'ils émettent pour retrouver un petit peu finalement pour faire la survie de la boîte, vous ne le retrouvez pas Tesla dans toutes les gérants croissance. Ouais, Thomas. Et je crois que ceci, il y a le Tesla qui hypnotise un peu tout le secteur, mais pour revenir sur les acteurs plus traditionnels et les secteurs plus value comme d'autres, c'est le cas aussi dans l'aérien, etc. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité de ces grands groupes comme Peugeot, comme Fiat à se réinventer. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas ? C'est ça qui va vraiment déterminer. Et là, il faut le faire vite. Il faut bouger vite dans la technologie et dans les aspects green. Mais ce sont quand même des gens qui ont beaucoup d'expérience sur ces marchés-là, qui sont quand même très au fait de ce qui se passe et qui ont des valorisations qui peuvent être intéressantes si on pense qu'ils peuvent s'adapter rapidement. Vous avez cité l'aérien parce que chez Tikeo, vous avez plutôt fait le pari de l'aéronautique spécifique. Vous avez des véhicules d'investissement dédiés justement à ce secteur aéronautique, plus que l'automobile. C'est ce qu'il faut comprendre, Thomas, ou pas forcément ? Non, mais en l'occurrence, on a le droit de faire des choix. Donc, en l'occurrence, on a un fonds de private equity dédié au secteur, à la consolidation du secteur de l'aéronautique. Mais c'est
les dynamiques sont à peu près Ouais, les mêmes. C'est un j'entends. secteur qui était sur un méga trend de croissance très fort, avec encore une fois le secteur de la mobilité. Croissance mondiale chaque année, même Complètement plus. Ouais. Et qui doit se réinventer complètement avec des avions moins consommateurs en carburant, plus verts, plus efficients, et avec une crise du Covid qui envoie à la casse toute une génération de véhicules, comme dans l'automobile probablement, et un secteur qui doit se réinventer complètement avec des gens très intelligents dans ce secteur-là qui vont le faire. Ouais. Donc, Si on regarde Ah, en fait, Brooke. dans cette logique de méga-trend aussi, comme ça vient d'être évoqué, il y en a un autre en fait, qui est en train de se profiler avec cette peut-être remise en cause de la mondialisation, cette relocalisation, cette régionalisation de la production. C'est tout ce qui concerne effectivement les petites et les moyennes capitalisations. Effectivement, on a toujours tendance à regarder, à mettre l'accent sur tout ce qui est très gros, tout ce qui est gigantesque. On vient de parler de Tesla, etc., tous ces acteurs. Mais globalement, s'il y a bien un acteur également qui commence effectivement à montrer un peu, à tirer son épingle du jeu, c'est celui des petites et des moyennes capitalisations. Et quand on met cette remise en cause, entre guillemets, assez... Ouais. Parce qu'on en parle beaucoup, Ouais. mais Oui. je suis pas sûr qu'on l'observe c'est un début. fondamentalement. Non, Ouais, on va d'accord. vraiment effectivement penser qu'on Les aura... chaînes de production en Chine, elles ont aura- l'air de bien fonctionner encore mais aujourd'hui. qu'on aura hein. une relocalisation Oui, oui. massive des chaînes de production, effectivement, en Europe, etc. Ça me semble être effectivement un vœu pieux, mais bon, à ce stade, c'est pas prêt de se produire, en tout cas dans l'immédiat. Mais en tout cas, si on met ça, plus effectivement toute l'accentuation budgétaire qu'on a eu, effectivement, aujourd'hui, on a tous les plans de relance qui misent et qui essayent de promouvoir finalement la production Et locale. les entreprises de taille intermédiaire, vous dites, sont des réceptacles plus naturel. appropriés, plus naturels, à ce genre de tendance. D'accord. De ce genre de tendance. Et on voit bien, par exemple, un cas concret, on a toujours tendance à vouloir se comparer à l'Allemagne avec ce tissu, effectivement, de moyennes entreprises extrêmement puissante. C'est une des raisons, avec la flexibilité des Länder et tout ça, qui explique la résistance de l'Allemagne. En fait, et au fond, on se rend compte que la moindre dépendance de l'extérieur permet effectivement à des économies d'avoir effectivement un tissu économique plus structuré, plus concentré, et surtout d'être moins dépendant de l'extérieur. Ça, aujourd'hui, je pense... Enfin, l'Allemagne, ils sont quand même très dépendants de l'extérieur. L'Allemagne, c'est ceux qui résistent le mieux en Europe. Hein, Oui, je suis d'accord, mais donc, enfin, c'est quand même... Mais avec une reprise industrielle, D'accord. comme on le voit aujourd'hui, c'est qui tire son épingle du jeu aujourd'hui en Europe, c'est l'Allemagne. Ouais. Et qui permet effectivement de remonter un peu les chiffres de croissance en zone euro, c'est l'Allemagne de nouveau. Donc, il ne faut pas compter sur l'Italie ni sur la France pour le moment. Donc non, techniquement, effectivement, cette thématique des petites et des moyennes valeurs capitalisation me semble effectivement Et une thématique de long terme, effectivement. un segment de marché qui a retrouvé de la surperformance, là aussi, sur le rallye de fin d'année Oui, clairement. qu'on a observé depuis l'automne dernier. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché pour cette première émission de l'année, première séance boursière de l'année que vous avez pu vivre sur Bismart, dans Smart Bourse, Mabrouk Chetouane, BFTIM, Thomas Friedberger, Tikeo IM et Cyriac Dayan, Sanso IS. C'était les invités donc de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est celui des fintech. On a 10 minutes pour en parler avec Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau. Olivier, bonsoir et bienvenue. Vous êtes analyste au sein de la banque Bryan, Garnier et compagnie, spécialiste alors au sens large du secteur financier et donc des fintech forcément aujourd'hui pour entamer cette année 2021. Qu'est-ce qui caractérise une fintech aujourd'hui, Olivier ? C'était très B2B, c'est-à-dire que c'était pas très grand public il y a encore quelques trimestres, quelques années. Ça devient de plus en plus B2C. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que historiquement, les fintechs se sont créés sur des modèles soit de partenariat avec des entreprises financières traditionnelles, que ce soit des banques ou des assurances, ou des fournisseurs. Je participe, j'ai une technologie, j'ai mis en place quelque chose et je participe à la digitalisation de l'industrie, puisqu'on sait que l'informatique traditionnelle d'une banque, d'une compagnie d'assurance, c'est quelque chose d'assez ancien, complexe, pas très flexible. Et donc là, il y avait vraiment des besoins. C'est à travers ça que les fintechs ont démarré. On a étendu après sur certains domaines, où là aussi on est en marge, comme par exemple les paiements. Secteur des paiements, où il y a des grosses fintechs cotées d'ailleurs. Et ça, vraiment, c'est le début. De plus en plus, et j'ai envie de dire les fintechs dont on parle le plus ces derniers temps, sont les fintechs qui se développent vers le B2C, et donc qui, au final, visent le client. Alors, bien sûr, le client, d'abord retail, mais le client, et donc qui se retrouve beaucoup plus en frontal, potentiellement,
avec les acteurs traditionnels, que ce soit encore une fois une banque, une compagnie d'assurance. Et donc là, le jeu n'est plus tout à fait le même. Ouais. Alors, bon, même les plus grosses des fintechs qu'on peut voir en Europe, si on pense à certaines banques, Team N26, Revolut, sont des grosses fintechs valorisées très cher sur le marché privé, via les différentes levées de fonds. Après, à l'échelle du secteur financier, ça reste quand même des acteurs relativement petits, très spécialisés, très segmentés. Mais voilà, le secteur est en mouvement. L'histoire ne fait que s'écrire. Oui, c'est ça. Comment C'est s'écrire, une tout nouvelle simplement. étape quand même. Au début, on Oui. apportait des briques de services, de digitalisation à des acteurs traditionnels déjà bien implantés. Maintenant, on veut vivre par nous-mêmes et être orienté client et client final notamment. Est-ce que dans cette étape-là, certaines de ces fintechs trouvent un modèle rentable, ou est-ce que là, encore une fois, on est encore en train de tâtonner un peu d'une certaine manière? Alors, là aussi, les choses sont en train d'évoluer. Il y a encore assez peu de temps, finalement, la question de la rentabilité était complètement hors sujet. On était davantage dans des logiques de croissance. Et si on regarde effectivement des N26, des Revolut, c'était la croissance, l'internationalisation, la conquête de clients, des levées de fonds pour ouvrir sur des nouveaux marchés, et puis la rentabilité, on verra plus tard. J'ai envie de dire, à un moment ou à un autre, dans l'évolution des modèles, pour toutes ces fintechs, la recherche de la rentabilité, elle intervient. Plus ou moins tôt, plus ou moins tard, mais elle doit intervenir. Et on commence à voir effectivement ce besoin aussi de la part des investisseurs. Ouais. Qui commencent à dire, bon, c'est bien, on est présent sur 5-10 marchés, on a des millions et des millions de clients, mais on génère très peu de revenus et on perd beaucoup d'argent. Donc, pour ces acteurs qui sont les plus développés parmi les fintechs, on va progressivement rentrer dans une étape qui va être très intéressante et où, à la limite, peut-être, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. C'est ça qui sera aussi intéressant, qui est de dire comment je rentabilise et je peux valoriser et créer de la valeur sur mon nombre de clients. Et là, on rentre un peu dans le dur, quelque part. C'est presque facile d'acquérir des clients. On a une bonne tech. On a de L'expérience l'intelligence. client est un peu novatrice. On sait utiliser la data, Ouais. la technologie sur les dernières années a tellement progressé, l'intelligence artificielle, on sait utiliser ça. Et donc on sait segmenter, cibler, pricer parfois même du risque. On a une expérience client qui est intéressante, qui plaît, mais souvent on le monétise mal, voire pas du tout. Et donc là, cette évolution-là, elle est devant nous. Et elle va être très intéressante. Et oui, et ce moment de vérité, vous le voyez comment, Olivier? J'imagine qu'il y a plusieurs issues possibles, mais est-ce que ce sera quelque part la revanche des acteurs traditionnels? On en parlait dans le débat précédent avec le secteur automobile, le secteur aérien, mais on aurait pu discuter de la même manière du secteur bancaire ou du secteur financier. Alors, la revanche des acteurs traditionnels, j'emploierais pas ce mot-là. On pourrait très bien imaginer que les acteurs traditionnels se disent que finalement, une politique de M&A vers des fintechs fait beaucoup de sens. Alors, on en voit. Ça reste des opérations sur des acteurs qui sont encore relativement jeunes et qui donc n'atteignent pas des paris souvent. Oui, ou alors ça vient compléter. Ce sont des briques qui viennent compléter des dispositifs existants. Je ne sais pas moi, acteur historique, je ne vais pas savoir le développer en interne et j'ai intérêt à faire une acquisition, mais dans beaucoup de cas de figure, finalement, les valorisations des acteurs traditionnels sont relativement faibles, les multiples sont bas, les valorisations privées des acteurs sont stratosphériques, et donc on a parfois un problème du fort au faible ou du faible au fort. Donc ça peut être une voie, mais c'est pas évident. Il y a évidemment une voie qui est peut-être toute tracée. Pour un certain nombre d'acteurs, ce sera la voie de l'IPO, et donc de l'entrée en bourse. Mais là aussi, à un moment, il va falloir confronter des valorisations d'acteurs historiques qui ont des bases de clients établies, des réseaux, des systèmes qui fonctionnent, par rapport à des acteurs nouveaux avec peut-être moins de clients, des rentabilités
dont il faudra voir comment elles sont construites. On dira peut-être un mot de réglementation, de capital. Enfin, il y a le rendez-vous avec le marché public, le marché boursier, c'est un rendez-vous d'exigence, c'est un quelque part. rendez-vous qui peut être parfois déroutant pour des investisseurs privés. On voit, les niveaux de valorisation des deux mondes sont extrêmement différents. Alors, on ne valorise peut-être pas la même chose. Non. Mais à un moment, il va falloir que ça se réconcilie. Et encore une fois, là aussi, on aura des éléments intéressants à regarder. Bon, mais c'est un secteur qui devient effectivement passionnant. La crise pandémique, j'imagine, a accéléré beaucoup de choses dans ce secteur. L'utilisation de moins en moins de cash, notamment. C'est ça. Au sens large des usages, elle progresse. D'où des entreprises de plus en plus grand public aussi, qui existaient déjà avant la pandémie, mais qui prennent peut-être une dimension plus importante. On voit une accélération vers la digitalisation des acteurs traditionnels. C'est-à-dire qu'à un moment, là comme ailleurs, si on se souvient des années 2000, où le click and mortar, où on disait vous avez des agences, vous êtes mort. On voit bien que c'est faux. Et on le voit encore aujourd'hui dans toutes les industries, la distribution. Il faut du online, il faut un peu de physique aussi. On a besoin de temps en temps de conseils. Donc, il y a des éléments de convergence qui se mettent en place. Et alors, tout le monde n'aura probablement pas sa place à la fin des fins. Je pense. Justement, on va terminer. Il nous reste 3 minutes pour parler de la régulation. C'est quoi l'enjeu de la régulation aujourd'hui pour les différents acteurs du secteur, sachant qu'il y a une grande hétérogénéité, notamment en termes de taille. Il y a ces tout petits acteurs et puis des acteurs géants. Alors en Europe, il y a des grosses boîtes de paiement. Il y en avait un peu plus il y a quelques mois. Wirecard a fait faillite. Et puis on pense aux géants américains, plateformes, GAFA, on les appelle comme on veut, et leur pendant chinois. Au moment où on se parle, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et de Ant Financial, a disparu depuis 2 mois. Enfin, je caricature un peu la situation, mais on n'a plus de nouvelles. Effectivement, le sujet Ant qui devait s'introduire en bourse, qui est le bras financier d'Alibaba, qui devait s'introduire en bourse, qui devait s'introduire en bourse, et l'opération qui a été suspendue par les autorités chinoises la veille ou l'avant-veille de l'opération. On peut faire un parallèle aussi avec ce qui s'est passé avec Facebook, avec le Libra dans la crypto-monnaie, où Facebook a voulu ou a présenté des projets de lancement de crypto-monnaie, et tout de suite les États et les banques centrales ont pris peur. On est le remplacement du dollar, c'était... on est face à des acteurs qui sont systémiques, qui drainent plus d'1 milliard d'usagers, et donc il y a un sujet de souveraineté, il y a un sujet systémique pour les systèmes financiers mondiaux qui doivent être pris au sérieux, et c'est ce qui fait peur aux régulateurs aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on régule. Ant a été cassé un peu par les autorités chinoises. Il y a un vrai sujet sur ces très très gros acteurs. Après, pour les plus petits, un certain nombre déjà sont régulés. N26, Revolut, Lemonade, ils sont régulés par leurs régulateurs locaux. Donc c'est pas non plus la jungle. Et puis, c'est la taille qui fait peur. C'est la taille qui fait peur. Et en fait, ce qu'il faut regarder aussi à la fin, c'est essayer de voir où est le risque. C'est bien de réguler celui qui est en face du client, mais à la fin des fins, il est probablement plus important de réguler le vrai porteur de risque. Et en fait, on regarde aujourd'hui un certain nombre plus dans l'assurance d'ailleurs que dans la banque, les vrais assurtech qui souscrivent du risque d'assurance le gardent rarement dans leur bilan, ils le transfèrent soit à des assureurs, soit à des réassureurs, qui eux sont des entités totalement régulées. Donc j'ai envie de dire que de ce point de vue-là, pour l'instant, le risque il est relativement limité. Mais c'est un sujet évidemment crucial. La régulation pour le système financier, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Donc ça, effectivement, il va plutôt y avoir plus de régulation sur les fintechs. Et en tout cas, les régulateurs vont être plutôt plus regardants que moins regardants à l'avenir. Ça me paraît évident. Merci beaucoup Olivier, merci d'être venu nous parler FinTech ce soir pendant une dizaine de minutes dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Olivier Pochot à mes côtés, analyste chez Bryan Garnier et compagnie. On termine là pour ce soir, fin de Smart Bourse aujourd'hui et on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.